Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce webinaire, ce premier webinaire de la journée pour les semaines de l'évolution pro. Est-ce que vous nous entendez bien? On vérifie si on a bien le son et si vous nous voyez bien. Donc, comme je vous le disais, bienvenue pour les semaines de l'évolution pro. Donc, on arrive bientôt à la fin de la deuxième semaine. Je suis aujourd'hui avec Vanessa qui va nous parler de l'épuisement professionnel. Mais avant ça, quelques règles. Je vous remercierai de poser toutes vos questions dans l'onglet questions qu'on prendra à la fin. Si vous voulez interagir dans le chat, il n'y a aucun souci, on a l'œil dessus, on pourra vous répondre, mais pour des questions un peu plus longues, pour un peu repréciser les choses ou repréciser les définitions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur. Donc les semaines de l'évolution pro, je ne sais pas si c'est votre premier webinaire, mais en tout cas nous on est là depuis lundi de la semaine dernière, à hauteur d'un webinaire toutes les heures et tous les jours, du lundi au vendredi. Donc c'est un événement qui est entièrement gratuit, qui est digital et qui est organisé par tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. On y reviendra plus tard à la fin de ce webinaire sur ce qu'est le webinaire, le conseil en évolution professionnelle. Et c'est en collaboration évidemment avec France Compétences qui assure le suivi de la formation, de l'alternance et de tous les salariés et de tous les actifs de France. Donc aujourd'hui, je suis, donc, comme je le dis, avec Vanessa, qui est conseillère en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine, et je suis Marlène, et je suis chargée de communication en Nouvelle-Aquitaine. Donc on travaille régulièrement ensemble avec Vanessa. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter? Je suis conseillère en évolution professionnelle au sein du réseau EVA Nouvelle-Aquitaine depuis 2020. Et de manière un peu plus générale, j'accompagne la gestion de carrière, l'orientation, les questionnements professionnels depuis 16 ans. Voilà. Ça fait long. Donc ça, il est fait. Donc aujourd'hui, on passe directement sur la thématique qui nous intéresse tous, qui est l'épuisement professionnel. Donc on va reprendre un petit peu les définitions, savoir de quoi on parle, comment ça a pu arriver et quelles solutions on peut mettre en place pour essayer d'avancer et d'aller mieux. Ce sera la grande thématique d'aujourd'hui. C'est ça. On va aussi essayer de comprendre un petit peu ce qu'on entend derrière cette notion d'épuisement professionnel. Essayer de zoomer un petit peu sur toutes ces petites définitions qu'on entend, le burn-out, le burn-out, voilà, quelle différence il peut y avoir dans tout ça, et puis qu'est-ce que ça veut dire et comment moi je me positionne, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux agir, voilà, essayer de zoomer un petit peu sur tout ça. C'est quand même un sujet assez important, assez complexe, assez vaste. Et c'est un sujet d'actualité aussi. C'est un sujet d'actualité. Donc voilà, essayer de revenir un peu sur tout ça. Et effectivement, on va commencer par cette notion de burn-out. Et on en reparlera à la fin. Si vous voulez aller plus loin aussi, il me semble que c'est la semaine de la santé mentale actuellement. Donc n'hésitez pas à regarder la programmation qu'il y a dans votre ville, dans votre département. Il doit y avoir des choses qui sont faites pour discuter autour de ce sujet en plus. À toi, Vanessa. Allez. Alors, on va commencer par la notion de burn-out. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on entend dans cette notion de burn-out. Alors, on a eu une définition, enfin, en tout cas, un premier cadrage qui a été fait en 81 par Malache et Jackson. Ce qui est intéressant en fait à retenir par rapport à cette notion d'épuisement, c'est en fait ils vont axer trois éléments importants. L'épuisement émotionnel, c'est ce sentiment qu'on peut avoir d'avoir un manque d'énergie, de ne plus avoir la force ce sentiment de se réveiller le matin et d'être encore fatigué alors que je viens de me réveiller. Et il va y avoir la dépersonnalisation, qui est aussi quelque chose d'important dans le sentiment d'épuisement professionnel. Alors la dépersonnalisation, quand même rapidement pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, c'est ce sentiment un petit peu de détachement qu'on va mettre en place. C'est essentiellement une notion qui va nous aider à préserver, en fait, à se préserver. Donc on va développer un sentiment de détachement, de négativité,
voilà. Et puis ils abordent aussi la réduction de l'accomplissement personnel. La réduction de l'accomplissement personnel, c'est cette notion où on va rentrer progressivement dans une attitude de dévalorisation de soi, sentiment de ne pas être à la hauteur, d'un manque de compétences. On va s'auto-approprier en fait la non-atteinte des objectifs et on se sent responsable de ça. Et ça amène de la dévalorisation. Tu veux bien revenir sur la dépersonnalisation? Je pense que les gens n'ont pas compris. La dépersonnalisation, c'est cette idée de mettre les choses en recul, en fait. C'est d'être là sans être vraiment là, d'être ça va un peu détaché. plus loin, en tout cas, dans ce que dit Malache et Jackson en 81. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce côté de mettre les choses à distance et de détachement. On fait un peu abstraction aussi de ces sentiments, mais ça va aller un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on va vraiment développer un regard un peu cynique des choses, un peu dans la négativité. Ça peut aller aussi sur carrément de l'agressivité. Voilà, c'est des techniques un peu de défense, de protection de soi, mais qui vont être poussées un petit peu à l'extrême. Du coup, c'est presque un changement de personnalité, peut-être. Oui. Alors, j'y reviendrai, mais pour la petite histoire, hier soir, j'étais au sein de la santé mentale. Là, il y avait une pièce de théâtre sur le burn-out parental. Et en fait, la clinicienne qui était là et les burn-outs qui étaient là aussi expliquaient que, par exemple, sur le burn-out parental, les gens qui rentrent dans ce côté de dépersonnalisation vont se retrouver un petit peu dans une forme assez agressive, peuvent se retrouver à crier ou avoir une attitude envers leurs enfants dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et c'est cette même idée en fait sur la sphère professionnelle, c'est-à-dire qu'on rentre dans une attitude qui n'est pas la sienne. Okay. Aujourd'hui, il y a quand même une terminologie, alors on a repris un peu ces notions-là, mais on va tendre vers une définition d'épuisement professionnel qui est ce sentiment d'épuisement physique, donc cette notion de fatigue un peu récurrente et même au réveil. L'épuisement émotionnel qui est plus ce sentiment de ne pas avoir la force d'eux. Et l'épuisement mental, donc je vais y revenir, je vais refaire des petits zooms, mais qui est l'impression de ne pas réussir à suivre les choses. On n'arrive plus à se concentrer, quand on commence à nous demander 2-3 trucs en même temps, comme si notre cerveau n'arrivait plus à gérer des tâches multiples, à enchaîner des activités. Voilà, c'est un petit peu cette définition un peu plus générale de l'épuisement professionnel sur lequel on va travailler aujourd'hui. Ok. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu. Alors, on a déjà parlé de ça, donc là on retrouve effectivement alors on parle d'érosion, c'est-à-dire que de diminution, de cette apparition d'épuisement émotionnel qui est de plus en plus important en termes de fatigue, ce cynisme de plus en plus important là que j'évoquais, et puis ce sentiment d'inefficacité, le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être responsable, de la non-atteinte de ses objectifs. Juste, je veux m'arrêter sur cette notion que l'épuisement, ce sentiment d'épuisement professionnel, ce sentiment de burn-out est un rapport subjectif qu'on a au travail. Alors, un rapport subjectif, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de son épuisement, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais ça veut dire que c'est aussi très dépendant de la personnalité de chacun, de la façon dont chacun va, à quelle exigence je me mets. En fait, on n'agit pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même niveau d'exigence et on ne s'attribue pas tous la responsabilité des choses. Et effectivement, plus je vais être exigeant envers moi, plus je vais porter la responsabilité des choses, moins je vais être en capacité d'externaliser la responsabilité des choses, plus effectivement je risque de déclencher ce syndrome d'épuisement professionnel. Oui, plus on se sent responsable et impliqué, plus on a de chance qu'on se sente responsable aussi de son propre burn-out. C'est ça. Et c'est un petit peu pervers, je ne sais pas si c'est vraiment un bon terme, mais en tout cas, plus je suis comme ça, plus forcément je risque, et moins j'arrive aussi
à identifier mes moyens d'action. Puisque c'est à moi je suis responsable. Alors, on va enchaîner, mais il y a aussi des attitudes de repli sur soi qui ne font que accentuer ce sentiment-là. Donc ça, c'est l'érosion, un petit peu aussi les conséquences de l'érosion avec un système de désengagement au niveau de son activité. Si on zoome sur les symptômes, alors je vais aller assez vite parce que souvent c'est quand même plutôt quelque chose que tout le monde a en tête et puis qui est assez médiatisé, mais effectivement aujourd'hui on arrive à identifier certains symptômes. Pour autant, il n'y a pas non plus, c'est pas parce que je suis fatiguée que je suis dans l'épuisement professionnel, hein, aussi prendre un peu de recul dans tout ça. Mais voilà, dans les symptômes, on a des manifestations émotionnelles et physiques, donc c'est tout ce qui est trouble du sommeil, la fatigue, la tension musculaire, sur des situations assez extrêmes de burn-out. On peut voir apparaître des vertiges, des maux de tête, des vomissements, des pertes de connaissance. Ça peut être quand même assez important en termes de symptômes. Des manifestations cognitives, c'est tout ce qu'on va retrouver sur la baisse de concentration, la difficulté à réaliser plusieurs tâches que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est la difficulté à penser aussi, à prendre des décisions. Enfin, voilà, c'est un peu toutes ces manifestations-là. Des manifestations comportementales et du coup, il y a ce côté hostilité à l'égard de ses collègues ou de son environnement, mais il y a aussi ce repli sur soi et cet isolement. Et c'est ça aussi qui est compliqué parce que finalement, plus je suis épuisée, plus j'ai tendance à mettre ça en place, et plus j'ai tendance à mettre ça en place, moins j'arrive à trouver des moyens d'action, moins j'arrive à avoir du soutien, et plus les choses peuvent se dégrader. Plus je reste tout seul. Exactement. Et puis forcément des impacts aussi motivationnels, le moral en berne, ce sentiment d'être pris au piège, de douter de soi, de dire que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je suis, dans ce que je suis en capacité de faire, je suis pas à la bonne place. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence, quelle est la différence entre du stress chronique et l'épuisement professionnel? C'est un peu compliqué parce qu'en fait tout est un peu enchevêtré. Hein. L'épuisement professionnel n'est pas du stress. Tu parles un peu vite, Vanessa. Tu parles un peu vite. Je parle un peu vite. L'épuisement professionnel n'est pas du stress chronique. Mais le stress est un des facteurs de l'épuisement. Le stress peut être une bonne chose, c'est ce qui nous donne le coup de boost, c'est ce qui peut nous faire fuir face à un danger. Donc c'est quelque chose qui est pas malsain, mais qui devient usant quand il devient chronique et quand il ne permet plus en fait au corps, à l'esprit, à soi de se régénérer. Voilà, parce que c'est source aussi d'énergie, le stress. Maintenant, il est intéressant de voir quelle est la différence entre le stress chronique et le syndrome d'épuisement. Les facteurs sont les mêmes en fait, tout est assez similaire. La grande différence, c'est l'engagement face au travail. En fait, on va parler plutôt d'épuisement professionnel quand on va avoir un déséquilibre un déséquilibre trop important entre la réalité du travail et ce que celui-ci devrait être au regard de ce qu'il représente pour nous. Les questions sont... Ouais, super. Je vais aller assez vite là-dessus, sur cette notion d'outils de mesure et de détection. Il existe des outils, il en existe plusieurs. Je vais m'arrêter plutôt sur le MBI parce que c'est tout simplement parce que c'est aussi celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. Vous pouvez facilement trouver le lien pour le faire. C'est un outil qu'on trouve en accès libre sur Google. Et cet outil est intéressant parce que il va permettre de repérer les phénomènes de dégradation du rapport subjectif du travail. Ça veut dire qu'en fait,
ce qui est interrogé dans cet outil, c'est le ressenti de la personne face à certaines situations de travail ou face à la façon dont il se positionne sur son environnement de travail. Et ce qui est aussi intéressant dans cet outil, c'est que du coup, il permet l'expression des difficultés, il permet de zoomer sur les difficultés ressenties et de pouvoir aussi dégager du terrain d'action, pouvoir mettre de l'action en face. Alors, juste quand même un tout petit détail, on ne peut pas rester que sur cette évaluation d'outils, il faut bien sûr le croiser avec le ressenti de la personne, avec ce qu'elle en dit de ce qui ressort de cet outil et aussi avec des symptômes cliniques. Les caractéristiques liées à l'individu, en fait, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure en démarrage avec cette idée du rapport subjectif. Comme pour le stress au travail, effectivement, les études vont montrer qu'il y a un effet des traits de personnalité sur la survenue de l'épuisement professionnel. Donc, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est comment quelle distance j'arrive à prendre sur la responsabilité que je me mets dans l'atteinte des objectifs, sur l'exigence que j'ai par rapport à moi, et c'est voilà, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on ne démarre pas tous sur un pied d'égalité. Et en fait, c'est aussi ça qui est un peu compliqué parce que forcément, à un moment donné, on a aussi l'idée de l'employeur derrière. Et finalement, des mêmes conditions de travail ne vont pas impacter de la même manière les salariés. Certains salariés vont déclencher des syndromes d'épuisement professionnel et pas d'autres. Et donc, du coup, c'est un tout petit peu compliqué de se dire, oui, mais finalement, est-ce que ça, c'est pas plutôt de la faute des salariés et pas forcément puisque tout le monde ne le déclenche pas. Voilà. Donc, c'est pas parce que tout le monde ne le déclenche pas qu'il n'y a pas une part de responsabilité aussi organisationnelle qui doit être attribuée à l'employeur. L'employeur doit aussi permettre des conditions de travail qui vont limiter ces risques-là. Prévenir en agissant sur les facteurs de risque psychosociaux, c'est compliqué. C'est important de s'informer et de se former. Alors, s'informer et se former, c'est comprendre ce que ça veut dire que de l'épuisement, de comprendre les facteurs de risque, de comprendre ce sur quoi je peux agir, de comprendre ce que ça déclenche. Donc, c'est le webinaire d'aujourd'hui, c'est pourquoi pas participer aussi aux semaines de la santé mentale. Enfin voilà, c'est toutes ces actions-là. Il y a une part qui est possible quand même d'action. De manière individuelle. C'est-à-dire que je peux agir sur ma charge de travail. Je peux agir en planifiant ma charge de travail à l'avance, en dialoguant, en alertant, en mettant en avant les difficultés, en sollicitant des entretiens, en explicitant aussi, ben voilà, là c'est pas possible parce que telle et telle raison au niveau de ma charge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, on peut agir dans ce type de situation. Oui, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul, même si ça semble compliqué. Il faut essayer d'exprimer ça au moins, soit à ses collègues, soit à son employeur, soit à d'autres personnes. Le fait d'insister un peu sur cette notion qu'on peut aussi agir soi-même, elle est importante parce que la réalité du monde économique, du monde du travail, c'est qu'effectivement, notre pouvoir d'action, il est essentiellement sur nous. Oui. Donc, c'est important aussi d'avoir conscience que je peux mettre des choses en place. Voilà. Après, il faudrait peut-être qu'on revienne aussi sur les liés à l'organisation, parce que j'ai vu passer dans le chat, je vois tous vos messages, ne vous inquiétez pas, il y a une discussion en parallèle. En fait, la reconversion n'est pas forcément une solution à envisager parce que c'est peut-être pas votre métier qui vous plaît pas. Une situation d'épuisement professionnel ne va pas forcément être réglée parce qu'on s'est reconverti. Ouais, tout dépend de ce. Enfin, alors, on va en parler. Je vais avancer un tout petit peu. Je vais juste finir sur cette partie-là et puis on va avancer sur le burn-out ou sur le burn-out.
Et on va voir effectivement qu'il y a des différences aussi dans ce sentiment d'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'on a des épuisements qui sont liés non pas au métier, mais à l'environnement, à un contexte qui fait dans lequel certains éléments agissent et entraînent ce sentiment d'épuisement. Mais on a aussi des épuisements professionnels qui sont liés effectivement aux caractéristiques du métier. Je veux juste m'arrêter sur ces notions de prévention, sur le maintien d'un soutien social au sein du collectif. Parce que tout à l'heure, je me suis arrêtée sur cette notion d'isolement. Et c'est vrai que le fait de parler, le fait qu'il y ait un soutien aussi dans le collectif, qu'il y ait des moments de discussion possibles. Ces moments de discussion peuvent être formels ou informels, mais laisser cette marge aussi au niveau de l'entreprise, que dans le collectif, il y ait la possibilité d'échange et de maintenir ce soutien, il va être très important pour éviter en fait le sentiment de repli et d'isolement. Les marges de manœuvre, forcément, vont permettre, ça c'est aussi cette notion autour du pouvoir d'agir. Il faut pas oublier comment la reconnaissance du travail ou les critères de qualité sont aussi des facteurs de risque et donc il est important d'agir dessus. En tout cas, je vois aussi les questions défiler, on en parlera tout à l'heure sur la discussion, sur le fait de vers qui s'adresser quand on n'a pas l'impression que son employeur est à l'écoute, quand on n'est pas sûr que notre médecin soit formé au burn-out. S'il y a des solutions, on en parlera après. On va faire un zoom du coup sur le burn-out, et puis on verra aussi sur le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? Je peux passer, je vais aller directement sur la définition. Le burn-out, c'est le fait de s'ennuyer. Voilà, je m'ennuie. je travaille, c'est un souci. Je veux même travailler dans de très bonnes conditions, mais je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie dans ce que je fais. Alors, c'est dans ce qu'on va entendre un petit peu, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a aucune stimulation intellectuelle dans ce que je fais. Je m'ennuie, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour, c'est monotone, c'est monotache, c'est répétitif. Voilà, c'est vraiment ça qui va se jouer à ce niveau-là. Il y a, et ça amène cette perte de sens, en fait, un peu ce sentiment de, je perds un peu le sens des choses. Mais ça aussi, c'est des phénomènes finalement d'épuisement. La source de l'ennui, tu peux passer, va se situer, donc c'est ce que je disais en fait dans des situations de travail qui vont être considérées ou perçues, c'est-à-dire que là aussi, tout le monde ne va pas réagir de la même manière, d'accord? Comme quelque chose de passif, de monotache, de peu exigeant, avec peu de latitude décisionnelle, peu d'intérêt, d'ennuyeux. Les risques qui vont être associés à ça sont assez complexes en fait sur le burn-out. Il y a, on appelle ça donc, dans les risques psychosociaux multifactoriels, la crainte du regard social. La première chose qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, c'est « Ah, et toi alors, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Si moi, je suis dans une situation professionnelle où j'ai le sentiment, où je perçois mon travail comme ennuyeux, sans intérêt, voire totalement inutile, plus je suis confrontée à cette question-là, plus ça renforce ça chez moi. C'est-à-dire, je me dis, mais en fait, j'ai rien à raconter. Et ça vient aussi questionner des questions identitaires. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de l'identitaire qui se joue aussi dans ce qu'on fait professionnellement. Donc ça, c'est quand même des facteurs de risque importants. Et il y a cette notion aussi de conflit moral, c'est pas récent, mais le travail signifie faire un effort. Et quand je ne fais pas d'effort, j'ai l'impression de ne pas travailler. Et donc, du coup, de ne pas mériter mon salaire. C'est comme quand on fait une tâche plus rapidement que ce qu'on aurait dû faire, on a l'impression d'avoir rien fait alors qu'on a fait notre tâche. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne fais pas un effort que je ne travaille pas. Et il y a aussi cette notion, alors ça, pour le coup, moi, je l'entends quand même assez fréquemment. Et j'ai en tête une personne que j'ai accompagnée qui avait vraiment ce sentiment qu'elle ne méritait pas son salaire parce qu'elle n'avait pas le sentiment de travailler, parce qu'elle n'avait pas le sentiment de fournir un effort. Voilà. Donc ça aussi,
c'est des choses qui vont dégrader un peu l'état émotionnel en fait de la personne. Juste, retourner un tout petit peu en arrière, je voudrais aussi m'arrêter sur les facteurs de risque, l'aspect organisationnel aussi des entreprises. On va avoir des entreprises où effectivement il va y avoir des risques de burn-out avec ce chevauchement d'activités, ces espèces de millefeuilles d'activités qui font effectivement perdre un petit peu de sens dans l'activité, où finalement je fais un truc, mais l'autre le refait derrière. Enfin, bon. Et des positionnements aussi des fois où on va se retrouver avec des gens qui vont être surqualifiés par rapport au poste qu'ils exécutent. Et ça aussi, voilà, c'est un facteur de risque de déclencher de l'ennui et du sentiment d'inutilité. C'est hyper dur à dire. Oui, tu peux passer. Sur cette diapo-là, je voudrais juste m'arrêter sur le fait que ce sentiment ce qu'on va mettre derrière le burn-out, c'est beaucoup plus subtil à décoder en fait, parce que souvent c'est assez mal assumé par les personnes. Les personnes vont évoquer plutôt un sentiment d'ennui, manque de stimulation, une envie effectivement de changer, le fait qu'ils aspirent à des responsabilités, enfin voilà. Donc quelque chose qui semble pas vraiment très alarmant et puis qui peut être dans les professionnels d'ailleurs de l'accompagnement, quelque chose qui est assez fréquent, mais ce qui va être alertant, c'est qu'à un moment donné, la personne a beau évoquer tout ça, il y a quelque chose qui est empêché dans l'acte. C'est-à-dire qu'elle évoque ça, mais il n'y a rien qui se passe. Elle n'a plus l'énergie, elle n'a plus la force de se mettre en action. Donc, et c'est là qu'il doit y avoir un point d'alerte. Il y a quelque chose qui est en train de se dégrader, en fait, sur l'épuisement et sur l'état émotionnel de la personne. Ok. Les stratégies qu'on observe un peu de contournement, on va avoir tendance un peu à rationaliser au début quand on est dans ce type de situation. Puis on va essayer de faire preuve un peu de créativité, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un petit peu des notions de responsabilité, on va essayer de s'accrocher un peu à chaque activité pour essayer d'amener un peu de responsabilité, de sens dans tout ça. Et puis à un moment donné, on décroche, en fait, on commence à amener ses affaires personnelles sur son lieu de travail, et puis voilà, à traiter ses affaires courantes, à démultiplier les occasions d'aller discuter avec ses collègues, de faire des pauses café, enfin voilà. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui va effectivement amener une dégradation. Il y a des relais qui sont possibles. Il y a le volet du manager de proximité. Il ne faut pas hésiter effectivement à solliciter et à évoquer cet ennui, à voir comment on peut recalibrer certaines activités, comment on peut peut-être amener de la responsabilité, des missions, enfin, voilà, comment on peut développer tout ça. Les outils RH, vous avez des entretiens pro qui sont obligatoires aujourd'hui. L'entretien pro sert à ça, sert à évoquer des souhaits, des envies, des évolutions, du mal-être, voilà, des choses qui sont liées à son contexte professionnel. Et puis, vous pouvez aussi être acteur et solliciter aussi des outils d'accompagnement. Mettre en place des démarches de bilan de compétences, mais on a aussi plein d'autres outils comme des points de carrière, des entretiens conseils. Enfin, voilà, on peut solliciter des éléments un peu acteurs. Et puis, vous allez avoir des choses que vous pouvez aussi, sur lesquelles vous pouvez agir. Alors, on va parler un peu des professionnels de l'accompagnement. Le CEP en fait partie. On reviendra dessus, mais l'intérêt aussi du CEP, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas solliciter de financement comme peut l'être le bilan, et puis qui est quelque chose aussi de plus ponctuel, qui est à la discrétion de l'employeur, qui peut aborder aussi tout un ordre de difficultés, de sujets, qui peut travailler sur du relais. Puis on a l'habitude de dire aussi qu'un CEP, c'est aussi un espace de respiration, d'écoute. On peut partager, justement, si on n'a pas réussi à trouver ce relais au sein de ses collègues ou de son manager, ça peut être aussi la solution pour en parler. Il y a, si je suis un peu extrême dans ce que je dis,
un CEP, en fait, peut se solliciter même si j'ai pas d'objectif à ma sollicitation. J'ai juste besoin de parler. En fait, le CEP peut être là pour ça. Et puis voilà, c'est essayer de trouver aussi comment moi, je peux essayer de tirer parti de cette situation aussi qui paraît un peu piégeante. Bah, finalement, j'ai du temps. Donc, comment je peux exploiter ce temps? Voilà, plutôt que de traiter mes affaires courantes un peu perso, bah, je peux commencer à me mettre en veille sur le marché, voir ce qui se passe. Voilà, je peux finalement essayer de trouver du gain dans tout ça. Cette notion aussi d'ennui, je peux l'exploiter, enfin, en tout cas, je peux aller chercher une stimulation intellectuelle ailleurs que dans mon environnement professionnel. Et je trouve que l'activité extra-pro aujourd'hui est peut-être pas aussi assez exploitée. Oui. C'est intéressant de pouvoir se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire aussi en dehors de mon cadre professionnel, que je peux développer, qui va m'appartenir, et dans lequel je peux retrouver cette richesse intellectuelle, cette notion de plaisir. Alors, on va en parler aussi sur, de manière générale sur l'épuisement professionnel, remettre du plaisir en fait dans sa vie, parce que ce qui se dégrade aussi, quel que soit, qu'on soit dans du burn-out, du burn-out ou du burn-out, c'est cette notion de plaisir. À un moment donné, je n'ai plus plaisir. Je n'ai plus que de la contrainte, de la fatigue, de l'épuisement. Donc, une des choses qui est intéressante à remettre en place, c'est cette notion de plaisir. Alors, on va revenir sur quelque chose que tu as dit qui m'a choqué. En fait, on ne va pas retrouver du gain dans un burn-out. Ce qu'elle dit, c'est d'utiliser le temps où on estime qu'on s'ennuie à des fins qui peuvent nous permettre d'avoir confiance en nous. Se mettre en veille, voir que son profil n'est pas si mauvais, qu'on est en capacité de faire des choses. Je suis un peu extrême dans mes propos, mais il y a du gain dans tout, en vrai. Le gain, c'est pas dire qu'il y a du gain dans tout, c'est pas dire que la situation est bien, c'est pas ça. Mais c'est arriver à un moment donné à se dire, dans une situation qui ne me convient pas, comment je peux l'utiliser en fait? Comment je peux tirer parti de ça pour mettre des choses en place, pour moi sortir de ça? En fait, c'est cette notion-là de gain qui est intéressante à travailler. Merci, Vanessa. Le burn-out. Alors, le burn-out, c'est la perte du sens dans son travail. Donc, on n'est pas sur une sphère d'ennui. On a des gens qui sont, enfin, on est très actifs. On a même des gens qui ont beaucoup d'activités, qui disent pas forcément qu'ils s'ennuient en termes de manque d'activité, mais que ce qu'ils font n'a plus de sens. N'a plus de sens pour eux. C'est-à-dire qu'ils me comprennent. C'est pas qu'ils ne comprennent plus, mais c'est que l'objectif de ce qu'ils font a perdu totalement sens à leurs yeux. C'est des activités un peu répétitives ou pas, mais dans lesquelles il n'y a plus d'intérêt, ça ne parle plus dans ce que je fais, ça peut des fois heurter mes propres valeurs personnelles, je ne m'y reconnais pas, je ne comprends pas ce que je fais, quel intérêt ça peut avoir, et ça aussi, ben voilà, c'est des situations qui sont qui peuvent amener en fait ces syndromes-là parce que elles vont petit à petit dégrader l'état émotionnel de la personne. David Graeber parle des bullshit, en fait c'est des jobs à la con, hein, voilà, de manière assez simple, donc vide de sens. Est-ce que je peux être concernée par le burn-out? Est-ce que je perçois du sens dans ce que je fais? Est-ce que ça a un intérêt pour moi? Est-ce que mon travail me satisfait encore? Est-ce que je comprends la finalité de celui-ci? Et au-delà de comprendre la finalité de ce que je fais, c'est est-ce que ça me parle en fait? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me perturbe dans tout ça? Est-ce que ça vient faire une résonance négative dans ce que le travail doit représenter pour moi? Est-ce que je me sens en cohérence avec ce que je fais, avec la politique de mon entreprise?
Voilà un peu les questions qu'on peut se poser autour de ça. Les symptômes qu'on va retrouver, c'est cette perte de plaisir, mais cette perte de plaisir, en fait, on la retrouve dans l'épuisement de manière générale, que ce soit du burn-out, du bore-out, du burn-out. On va avoir, dans le burn-out, on observe aussi une espèce de tendance à la procrastination, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie, et comme ça n'a plus de sens, on laisse un peu traîner les choses, et il y a une espèce d'accumulation de tâches, d'urgences. Voilà. Est-ce qu'on n'a plus le sens des urgences et des priorités? C'est pas qu'on n'a plus le sens. On a conscience de l'urgence, mais cette urgence ne fait pas sens. On comprend bien que ça peut être urgent pour mon supérieur, mais en fait, cette urgence ne fait pas sens à moi. Donc, je me dis, oui, bon, ok, pour lui, c'est urgent, mais en vrai, ça va, c'est pas très grave. Quoi. Puis ça n'a pas de sens, c'est ce qu'il me demande. Je comprends. Donc, je vois pas pourquoi je me dépêche. Pourquoi j'ai le prendre la tête, en fait. Voilà. Oui, c'est vraiment ça qui joue, en fait, hein, dans le burn-out. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a tous, hein, on peut tous se retrouver dans ce qui est dit ici. Voilà. C'est pas pour autant qu'on est dans des symptômes d'épuisement. Okay. Voilà. C'est un peu ça sur lequel il faut être attentif dans toutes ces définitions-là. C'est important de remettre ces définitions-là en avant. C'est pas parce qu'il y a des choses qui vont me parler que je suis dans un syndrome d'épuisement, ou en tout cas, il faut faire la différence entre je perçois que peut-être je peux, si les choses continuent, je peux arriver à quelque chose de très dégradé chez moi, où je suis dans une situation très dégradée. Okay. Les gens qui sont dans des épuisements, dans des burn-out très forts, ne sont plus en capacité de. Et j'ai vu des choses passer sur la notion médicale, mais oui, il est important à un moment donné, la première chose qu'on doit faire, c'est, je vais revenir après, mais la première chose qu'on doit faire, c'est prendre soin de soi. La première chose qu'on doit faire, c'est s'arrêter si ça ne va pas. C'est prendre soin de son corps, de soi, parce que de toute manière, quand l'épuisement devient trop profond, on n'est plus en capacité de. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Oui, du repos. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Sortir du burn-out, alors c'est pas si simple, de toute manière, ces contextes-là ne sont pas simples, mais effectivement, il y a quelque chose qui va se jouer dans le burn-out, c'est qu'il va être important de reprendre un temps pour soi aussi, au moment où ça sera opportun, mais de reprendre ce questionnement sur soi, sur ce qui me donne du sens. Parce que le fait de perdre du sens fait qu'à un moment donné, on ne sait plus trop non plus ce qui fait sens en soi. Donc il va y avoir un peu tout ce process de dire, mais finalement, ok, j'ai plus de sens, mais qu'est-ce qui peut faire sens pour moi demain? Quelle est ma définition du sens? Qu'est-ce qui va me donner du sens dans mon acte professionnel? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à ce déséquilibre? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour redonner du sens? Il y a ce temps-là qui est intéressant. Mais c'est d'avancer un peu. On sent on l'a vu. Ouais. Alors, là, c'est comment retrouver du sens au niveau du burn-out, on l'a vu. Je veux plus m'arrêter, parce qu'après, on va passer sur le conseil en évolution professionnelle, mais plus m'arrêter sur comment on peut agir de manière générale quand on est dans ce type de contexte d'épuisement professionnel. Ça m'embête de parler d'épuisement professionnel. Ce qui m'embête là-dedans, et puis j'arrête pas de préparer ce webinaire, c'est que
je crois que les frontières sont pas si hermétiques que ça. Je suis pas sûre qu'il y ait un épuisement professionnel, un épuisement personnel, un épuisement parental. Les choses sont complexes, l'individu est complexe, l'individu n'est pas juste une personne qui travaille, c'est une personne qui a une vie, qui a une vie personnelle, qui est un parent, qui n'est pas, bref, qui a tout un environnement autour de lui. Et des fois, ce sentiment d'épuisement, il est multifactoriel en vrai. Il n'est pas juste lié à un contexte professionnel, il n'est pas juste lié à un contexte parental, il n'est pas juste lié à un contexte personnel, mais des fois, tout se mélange. Les urgences, elles peuvent être un peu partout. On a l'impression que on a des urgences professionnelles, on a des objectifs qui nous sont donnés, on doit faire dans un temps limité. Et puis il y a des choses qui se jouent pour nous, d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée, de la responsabilité qui nous est confiée, de la personne qu'on accompagne. Enfin, voilà. Et puis à côté de ça, j'ai dans ma tête aussi, oui, mais il y a aussi ça. Alors moi, perso, j'ai 3 enfants en bas âge, donc en même temps que je suis au boulot, je me dis, ah, mais ce soir aussi, il ne faut pas que je rentre trop tard parce que ceci, cela, je dois récupérer les. Enfin, et c'est aussi tout ça qui se joue pour un individu. C'est pas juste un épuisement professionnel. Et comment on peut agir là-dessus dans ce contexte-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi savoir où nous on en est et pouvoir dire stop à un moment donné. Hier soir, quand j'étais sur cet échange là sur le burn-out parental, c'est très compliqué de dire stop au rôle parental. Quoique, on a toujours des moyens d'action en fait. On peut confier ses enfants chez les grands-parents quand c'est possible. On peut avoir des ressources là-dessus, mais c'est plus compliqué. Le professionnel, on peut se mettre en arrêt. Voilà. Et c'est pas malsain de se mettre en arrêt. Et ce qui est difficile aussi souvent, c'est d'arriver à se dire si j'ai besoin d'arrêter, de me mettre en arrêt, c'est pas parce que je suis pas à la hauteur en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais, parfois, au vu de ce qui sort du chat aussi, ça doit être compliqué d'aller demander un arrêt à son médecin parce que la culpabilité, les urgences, C'est complexe parce qu'en fait, ce qu'on disait dans l'épuisement professionnel, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la dévalorisation qui joue, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de soi, de sa perception, où on a l'impression que c'est de notre faute, en fait. On a le sentiment que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur de ce qui nous est demandé, qu'on n'y arrive pas. Et puis des fois, on regarde à côté et on se dit, mais lui, il y arrive. Pourquoi lui, il y arrive et pas moi, en fait? Donc ça veut dire que c'est ma faute. Oui, c'est à moi de trouver la solution. C'est à moi de trouver la solution. Donc après, on se dit, mais si je me mets en arrêt, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas capable. Ça renforce un peu ça. Et puis après, on se dit, oui, mais alors, c'est OK, très bien, je vais me mettre en arrêt pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais je vais prendre du retard. Et quand je vais revenir, ça va être encore pire. Et je vais encore moins y arriver. Donc, c'est tout ça qui se joue et qui est compliqué. Oui, parce que souvent, c'est multifactoriel, mais il y a aussi une part organisationnelle. Si on se met en arrêt, dans 3 semaines, personne n'aura pris notre travail et ce sera encore pire qu'avant qu'on soit parti. Ouais. Et même si c'est compliqué, il y a, alors, en psycho, on appelle ça le locus of control, mais c'est cette notion d'externalisation. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable. Et je ne suis pas responsable de tout, en fait. Et je n'ai pas à porter cette responsabilité-là. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir. Cette notion de pouvoir dire à un moment donné, ça, voilà. Et puis, d'arriver aussi à diminuer son exigence, en fait. Ouais. Ça, c'est compliqué. Et diminuer son exigence ne veut pas dire moins bien faire, ne veut pas dire que je ne suis pas apte ou capable à faire tel que moi je me l'étais imaginé. C'est aussi une question de moyens. Quels sont mes moyens? Mes moyens ne sont pas suffisants. Et ben je fais au regard des moyens qui me sont donnés. Je n'ai pas à compenser
des moyens qui ne me sont pas donnés. Mais c'est pas simple, en fait. C'est pas parce que on va dire ça, c'est pas parce qu'on se le dit, c'est pas parce qu'on sait que c'est si simple. Bon, une fois qu'on se l'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut en parler, il faut savoir se donner du temps pour prendre soin de soi, parce qu'on ne déclenchera pas de l'action si on n'en est pas en capacité. Donc la première chose, c'est qu'il faut régénérer notre corps. Donc se reposer. On va apprendre la notion de la pile. Si vous avez un jouet, n'importe quoi qui fonctionne à pile, quand votre pile elle est usée, vous avez beau essayer de mettre votre jeu en fonctionnement, tant que vous n'allez pas remettre de l'énergie dans la pile, il ne marchera pas. Donc, il faut d'abord remettre de l'énergie dans sa pile. Voilà. Donc, ça demande de prendre du temps, de savoir s'orienter vers le corps médical, vers un suivi, ça peut être auprès d'un psy. Aujourd'hui, on a des psychologues qui sont spécialisés et qui peuvent vous accompagner là-dessus, qui vont vous donner cet espace de parole. On a des associations parce que j'entends bien, souvent on parle du relais médical et je ne nie pas ce relais médical. Mais c'est pas simple en fait. Il faut le faire de passer la porte médicale. Aujourd'hui, il y a aussi des associations. La porte de l'association peut être plus simple à passer. Il y a une association qui a été mise dans le chat qui s'appelle SOS Burnout. Ouais. Donc, allez-y. Il y a les Burnettes. Et pour ceux qui sont en Gironde, je crois qu'elles sont à Paris aussi, il y a les Burnettes, qui ont un programme qui est très très bien. Ouais. Et on vous conseille d'aller les voir si vous avez les moyens. Ouais. Donc ça, il faut pas hésiter. Ce qui se joue dans l'épuisement, c'est l'isolement. Donc il faut aussi recréer du lien. C'est difficile c'est simple de dire ça comme ça, mais c'est pas si simple. Le fait de parler à un tiers est des fois plus facile et peut permettre aussi de remettre du dialogue auprès de ses proches, parce que souvent l'isolement, il est aussi auprès de ses proches, de ses amis, de ses collègues. Ce repli-là, il faut en sortir. Il faut remettre. C'est ce qu'on dit depuis le début du webinaire, qu'il faut sortir de cet isolement. C'est ce qui permettra d'en parler et d'aller un peu mieux. Ouais. Du coup, je vais enchaîner pour se prendre des questions. Du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de vers qui se tourner. Il y a le corps médical, effectivement, mais des fois, on ne veut pas. Et en fait, il y a un service public qui est gratuit, qui est le CEP. Donc, Vanessa en fait tous les jours. En fait, c'est un temps d'échange, un temps d'écoute pour vous, quel que soit votre projet professionnel. Donc, comme Vanessa l'a dit tout à l'heure, vous pouvez très bien ne pas avoir de projet professionnel, pour le moment, en tout cas, et juste avoir besoin de parler, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui aura peut-être un avis un peu plus objectif sur votre situation actuellement, qui vous donnera peut-être des pistes pour aller plus loin. Donc, le CEP, c'est confidentiel, donc vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre employeur, c'est hors temps de travail. C'est neutre et c'est impartial puisque en fait c'est financé par France Compétences, donc du coup vous n'avez rien à payer et il n'y a aucune relation avec votre entreprise. Pour qui? Donc j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question pour les agents publics, malheureusement on n'en parlera pas parce que pour les agents publics c'est leur service RH et il y a un site sur le site CEP du gouvernement qui peut renvoyer vers d'autres organismes qui sont spécifiques pour les agents publics, donc je vous invite, je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure quand on répondra aux questions. Mais en tout cas, en fait, il faut bien se dire qu'à chaque statut, il y a un opérateur qui vous est attitré. Donc, si vous êtes en situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Si vous avez moins de 26 ans, ce sera les missions locales. Pôle Emploi a un service CEP pour les demandeurs d'emploi. Il faut aller vous l'auto-prescrire depuis le site Pôle Emploi. Et pour les cadres, c'est l'APEC qui est l'acteur historique pour les cadres. Pour les salariés du secteur privé et les indépendants, en fait, c'est régional. Donc, pour savoir quel est son opérateur en région, il faut aller sur moncep.org. Vous choisissez votre région et vous savez directement qui est votre opérateur. Donc, il y a le groupe Groupement Évolution. Donc, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est le réseau EVA, mais il y a BGE pour la Guyane, AntaRH pour la Corse et Axis, pour moi, ils sont en Bretagne. L'objectif du CEP, donc Vanessa, tu pourras compléter mieux que moi puisque tu l'as fait tous les jours, mais en fait c'est très vaste. Il n'y a pas un seul objectif, il n'y a pas une seule uniformisation au CEP. C'est
c'est selon votre projet professionnel. Vous voulez évoluer dans votre entreprise, vous pouvez venir. Non, c'est bon. C'est bon, vous nous entendez? Oui. Non, on a eu un problème d'internet, excusez-nous. Donc, on disait qu'il y avait des objectifs multiples pour le CEP. J'ai vu passer dans le chat si vous êtes quand même demandeur d'emploi, et ben vous avez le choix du roi. Vous pouvez choisir où vous voulez aller en fonction de la PEC ou de Pôle emploi. Je ne vais pas forcément détailler les objectifs puisque vous avez tout sur les sites. Ce qui est intéressant de savoir, c'est en quoi ça consiste justement, pour pouvoir que ce soit un accompagnement qui soit adapté à sa situation. Donc, ça commence toujours par un accueil qui est individualisé. Il n'y aura jamais d'atelier collectif en CEP, puisque le but, c'est d'avoir un rendez-vous avec un conseiller qui nous est attitré, avec qui on puisse discuter. Ça nous permet d'avoir déjà un premier niveau d'information, si on a envie, sur des métiers, l'offre de formation, les dispositifs qui sont à notre disposition pour pouvoir soit se reconvertir, soit se former, soit créer une entreprise. Et c'est aussi un accompagnement personnalisé qui peut aller jusqu'à 6 mois. Il n'y a pas de limite, ni de rendez-vous, ni d'interaction, ni de temps. C'est à votre demande et à votre besoin surtout. Le conseil en évolution professionnelle, depuis 2020 que j'agis dessus, on est beaucoup, 80%, 70%, je ne sais pas trop, mais beaucoup sollicité pour de la mise en œuvre de projets, des projets de reconversion, enfin voilà, c'est très axé là-dessus, mais et ça fait partie de nos missions. La mobilisation des dispositifs, des choses comme ça, voilà. Préparation d'entretien professionnel dont on a discuté. C'est ça, c'est pas que ça en fait. Et moi, à chaque fois, c'est aussi ce que j'explique aux gens, c'est-à-dire que le CEP, ce n'est pas que ça. Finalement, le CEP, c'est j'ai mon entretien pro et voilà, je ne sais pas comment évoquer cette situation avec mon employeur, machin. Le CEP est là pour ça aussi. Enfin, je veux dire, il peut vous. J'arrête pas de regarder la chouette. Il peut vous aider à préparer ça, à gérer ce temps-là. Ça peut être j'ai envie de regarder ce qui se passe vers l'externe. Que j'ai pris ou pas la décision de partir d'ailleurs, hein, c'est pas ça l'idée, mais ça aussi, le CEP peut être là pour ça. Et des fois, vous dites aux gens, je sais pas, j'ai des questions, je sais pas trop si ça rentre dans le CEP, mais venez voir le CEP, en fait. Voilà, c'est tout rentre dans le CEP. Là, moi, j'ai deux personnes, enfin, j'ai des personnes en ce moment que j'ai eues. J'ai une personne qui a été dans cette situation d'épuisement, qui est un peu dans ce côté-là, elle essaye de se remettre en dynamique et tout ça. On a échangé ensemble pendant 1h30. Et elle m'a renvoyé un petit message en me disant que ça l'avait aidé, tout ce qu'on s'était dit, mais qu'elle prenait conscience qu'elle n'en était pas encore prête, elle n'en était pas encore là, mais que ça lui avait au moins permis de prendre ça en compte et qu'elle reviendrait vers moi un peu plus tard. Mais une autre personne où ça l'a aidé à prendre une décision, c'est juste un temps d'écoute en fait. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions. Ouais. Il y en a une que j'ai vue en premier, donc on va la traiter en premier, qui est « Je suis en arrêt pour burn-out. On m'a suggéré un bilan de compétences. Est-ce le moyen le plus souvent proposé dans cette situation ?» Voilà, alors c'est très souvent proposé. Je vais répondre de deux façons. La première, c'est que quand je suis en arrêt, je peux faire une démarche de bilan. Voilà. Ça, c'est l'aspect possibilité ou non. Oui, le fait d'être en arrêt ne m'empêche pas de pouvoir faire une démarche de bilan. Voilà. Donc ça, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moyen? Ben, j'en sais rien. Il y a des personnes pour qui c'est le bon moment et le bon moyen, et d'autres où ça ne va pas l'être encore.
Voilà. C'est une question que beaucoup de personnes se posent sur est-ce que je dois entamer un bilan de compétences, est-ce que je dois faire un CEP, est-ce que lequel faire, comment on choisit. J'ai envie. Voilà, moi j'ai plutôt envie de partir sur la question de pas est-ce que je dois, mais est-ce que j'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai cette idée ou du bilan ou du CEP, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, faites-le. Enfin, genre, vous avez envie, écoutez-vous aussi, parce qu'en fait, le seul expert de votre situation, c'est bien vous-même. Cette idée ne vient pas de nulle part. Ouais. Moi, j'aurais tendance quand même plutôt à dire, commencez peut-être par échanger avec un CEP. Voilà. Pourquoi? Parce que le CEP peut vous permettre aussi de savoir est-ce que je vais plus loin, est-ce que je pousse la porte pour aller voir pour le bilan. Enfin voilà, ça peut être une première étape un peu intéressante déjà de commencer à échanger avec le CEP. Et puis, je sais toujours pas, mais cette question du bilan, je me dis, quand même, j'ai envie. Allez voir. De toute manière, le bilan de compétences, on ne va pas vous programmer un bilan de compétences. La première chose qu'on fait quand on s'interroge sur la mise en place d'un bilan de compétences, c'est déjà de demander un rendez-vous pour discuter avec un conseiller. Bon, ça n'engage à rien. Donc, faites déjà ce premier pas. De toute façon, le premier pas, en bilan de compétences, le premier entretien est toujours gratuit. Partout où vous irez, vous pouvez rencontrer plusieurs organismes de bilan. Les entretiens seront toujours gratuits. Pareil pour le CEP. Et si vous voyez que ce n'est pas ce qu'il vous faut, vous allez sur un autre conseiller. C'est ça. Il y a une question aussi sur le terrain favorable. On indique que la négligence est un terrain favorable au déclenchement d'épuisement professionnel. Comment faire lorsqu'il s'agit d'un trait de caractère? Je peux pas vous dire dans le webinaire que les traits de personnalité agissent, sont en lien aussi avec le déclenchement du syndrome d'épuisement et revenir sur ce que j'ai dit. Je dis pas et je veux pas faire de raccourci en disant que le déclenchement de l'épuisement professionnel est dû aux traits de personnalité et aux traits de caractère. Non, c'est pas non plus ce raccourci-là, d'accord? C'est multifactoriel, l'épuisement professionnel. Il y a des facteurs qui sont liés à l'entreprise, à l'organisation, des facteurs de vie et ainsi de suite. Et il y a comment moi, en fait, quelle lecture j'ai de ça et comment j'arrive ou pas à déployer des moyens. Comment je peux faire quand c'est... alors, je ne vais pas répondre comme ça, mais quel travail je peux faire sur moi ou pour l'éviter, ou pour essayer d'avancer. C'est essayer de faire, moi je fais faire un exercice aux gens, c'est ce sur quoi je peux agir, en fait. Oui. Ce sur quoi je peux agir. Je peux pas, en vrai, vous pourrez pas agir réellement sur les conditions de travail. Vous pouvez en parler, vous pouvez amener des choses sur l'entretien, tout ça, mais la prise de décision, elle ne vous appartient pas et elle ne vous appartiendra jamais, en vrai. D'accord? Par contre, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Quelle est ma perception? Quelles sont, comment je peux, moi, diminuer mes propres exigences? Est-ce que j'ai des moyens, des relais, des ressources sur lesquelles je peux m'appuyer? Mes collègues, mon environnement personnel. Voilà, c'est ça en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne qui pose la question. On va nous dire dans le chat. Il y a beaucoup de questions, je vais essayer de les scinder sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est mis en arrêt. Une fois qu'on s'est mis en arrêt, qu'on a décidé qu'on ne pouvait plus rester en entreprise, est-ce qu'il y a une question sur il faut l'accord de la sécurité sociale de la médecine du travail pour faire un bilan? Pour faire le bilan, oui. Il n'y a pas besoin d'accord pour faire un CEP quand vous êtes en arrêt. Vous pouvez faire un CEP en arrêt. De toute façon, c'est votre opérateur qui se mettra en lien avec la médecine du travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est en arrêt? Vaste question. C'est une vaste question. Je vais me répéter et je vais peut-être pas répondre, mais j'ai pas de solution non plus toute faite. Je viens d'être en arrêt et la première chose que je vais faire, c'est me donner du temps en fait. Ça paraît bête, hein, mais non, il faut arrêter de se précipiter. Il faut pas chercher à sortir, à tout de suite se mettre en action. Prenez du temps, en fait. Prenez un temps pour vous. Alors, c'est à vous de déterminer ce temps.
Je sais pas si, je ne vais pas vous dire il faut prendre 1 semaine, 2 semaines pour soi, j'en sais rien. Mais la première chose à faire quand on est en arrêt, c'est de prendre du temps, en fait. Si on vous met en arrêt, c'est que vous avez besoin d'être en arrêt et de vous reposer. Donc, il faut arrêter d'oublier cette donnée-là. Il y a une question pour compléter aussi, c'est qui est en habilité à nous mettre en arrêt? Donc, c'est notre médecin généraliste. Pas que. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Les psychiatres peuvent vous mettre en arrêt. Oui. Et il y avait aussi une autre question concernant l'arrêt. Alors, je viens d'en voir une sur le CEP. On peut y revenir plus tard? Oui. Je ne vous l'ai pas dit, le CEP, c'est un service qui est itératif. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, tout au long de votre carrière professionnelle. Il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez commencer aujourd'hui, vous dire que vous n'êtes pas prêt, revenir dans 2 mois. C'est comme vous pouvez et comme vous voulez. On commence quand on veut, on arrête quand on veut, on l'utilise autant de fois qu'on veut. Oui, sur le diagnostic du burn-out. Ouais. Voilà. En fait, le burn-out, c'est très difficile à se faire diagnostiquer parce que, de ce que j'ai en connaissance, la définition n'est pas encore arrêtée en tant que maladie professionnelle. Donc, du coup, ça va être très difficile de poser un diagnostic de burn-out et d'avoir le petit papier qui dit que vous êtes en burn-out. Par contre, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas en situation d'épuisement professionnel. Ouais. C'est difficile, hein, le diagnostic du burn-out. Maintenant, les médecins diagnostiquent facilement quand même la notion d'épuisement. D'épuisement professionnel. On va aussi reparler des associations qui accompagnent les personnes en situation d'épuisement professionnel, qui sont SOS Burnout et les Burnettes, qui s'appelle aussi l'association Helburn. Je vais reprendre les questions, mais parce que j'en vois passer plein, donc j'essaye de faire entrer dans ma tête. Sur le chat, je ne suis pas convaincue sur l'aide du CEP dans les cas de burn-out. En fait, ça dépend de ce que vous attendez vous. Il y a peut-être des gens à qui ça va être très intéressant. Si vous n'avez pas le sentiment que le CEP va vous aider, c'est votre droit. En fait, de toute manière, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas un outil qui répond à. C'est pas ça l'idée, en fait. Il y a différents outils et je vais mettre en œuvre l'outil qui me semble intéressant, qui peut m'aider dans ma propre situation et dans mon propre besoin à moi. On a une interaction sur le chat, alors c'est pas le sujet du jour, qui est le bilan de compétences ne résout rien. Alors il faut aussi savoir qu'il faut être prêt quand on se lance dans un bilan de compétences. C'est une action qui est très très prenante. Je reviens aux questions. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur comment faire reconnaître l'entreprise une situation de burn-out ou burn-out, quelle solution pour les managers. En fait, si vous posez la question, c'est que vous avez déjà la réponse. C'est que si vous estimez que vous ne pouvez pas leur en parler, si vous n'êtes pas libre d'en parler avec votre manager, s'il n'y a aucune solution qui a été faite, peut-être qu'il n'y a aucune solution dans votre entreprise actuellement. Après, dans des entreprises quelle solution une entreprise peut envisager pour protéger ses salariés? L'entreprise doit s'informer et se former sur ce qu'est. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les entreprises elles entendent parler de burn-out, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce serait rigolo de savoir s'il y a des employeurs en fait qui sont dans le webinaire. Déjà, il faut que l'entreprise comprenne ce qui se joue là-dedans et quels sont les facteurs de risque. Et en même temps, c'est pas parce que je vais me former, moi, employeur, comprendre les facteurs de risque, que pour autant, je vais réussir à gérer tout ça. Donc après, c'est vraiment utiliser aussi les entretiens professionnels pour permettre le dialogue avec ses salariés et pouvoir effectivement faire émerger ces situations-là à ce niveau-là. C'est donner de la marge de manœuvre aussi. Des zones de dialogue au-delà, parce que l'entretien pro il est gentil, il est obligatoire et c'est très bien, mais bon, c'est pas non plus tous les 4 matins que vous avez votre entretien pro. Si vous devez attendre 2 ans pour en parler, c'est compliqué. Donc c'est aussi qu'il y ait des espaces en fait de travail pour pouvoir recevoir les alertes et voir comment on peut faire. Et puis c'est à l'employeur aussi d'être en capacité d'amener la prise de recul. C'est pas si simple. Enfin voilà,
Et l'entreprise, c'est l'individu aussi. Hein. Voilà, donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser parce qu'on va terminer ce webinaire. N'hésitez pas. Je vous mets dans le chat le YouTube des semaines de l'évolution pro. C'est là où vous allez retrouver le replay à partir de lundi. Parce qu'on ne partagera pas la présentation. Par contre, le replay sera disponible. Je ne veux pas m'avancer dès demain soir, mais lundi, il y sera, ça c'est sûr. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, on n'a pas pu toutes les prendre. Il y a beaucoup de réactions sur les médecins qui ne veulent pas mettre en arrêt. Mais oui, s'il y a un message à retenir de ce webinaire, si vous vous sentez en situation d'épuisement professionnel, c'est de 1, prendre soin de soi, s'arrêter si vous en éprouvez le besoin. Retrouver du plaisir aussi. Ouais, bref. Mais ouais, c'est important. Oui, il faut réussir à... Il y a une question aussi sur comment, quand on ne sait pas quelles sont ses valeurs, quand on est en burn-out, comment on fait pour retrouver quelles sont vraiment ses valeurs à soi. Des fois, il faut se retrouver aussi sur ses activités extra-professionnelles, voir ce qu'on aime bien faire en dehors de sa vie professionnelle. Ça va peut-être aussi définir ce qui fait sens pour nous dans notre vie. Il y a juste, et puis après, je sais que Marlène va me discuter, donc je vais m'arrêter, mais je retenais aussi que ceux qui se dégradent dans ces situations-là, c'est petit à petit, on se rend pas compte, mais petit à petit, on perd la notion de plaisir. Et c'est pour ça que c'est très difficile après de se re-questionner sur ses valeurs, son sens, sur ce qu'on a envie, quand on a perdu ce sentiment de plaisir. Donc c'est important de remettre ce sentiment de plaisir, quel qu'il soit, du yoga, j'en sais rien, enfin peu importe, à vous de... Mais il faut aussi qu'il y ait cette notion de plaisir qui soit retrouvée en nous, de manière profonde. Merci à tout le monde pour votre participation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre CEP si vous avez besoin de parler. Alors, je ne me souviens plus quel est le webinaire qui suit. Je pense que vous connaissez le programme mieux que moi. En tout cas, tous les replays seront disponibles lundi. Et si ça vous intéresse, puisque c'est un sujet qu'on a abordé, le 6 novembre, il y a un lundi du CEP pour savoir comment choisir entre le bilan de compétences et le CEP. On a un projet professionnel, mais on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop comment commencer. Donc, du coup, on en discutera pendant 1 heure, le lundi 6. Merci beaucoup. Merci.